L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron aux 20h. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, mais la sienne. Avant de répondre à cette question, traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, ma chère Yvette Poré, Philippe Bohen, Chantal Rocchia et Scorpion. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On n'avait pas encore écouté Emmanuel Macron qu'on connaissait déjà son texte par cœur. Oui, il est tellement prévisible que je regrette hier de ne pas vous avoir demandé d'énumérer les éléments de langage que Macron allait utiliser aux 20h. Vous auriez certainement écrit « Les gens ne me comprennent pas, ce sont les autres les irresponsables, et je dénonce les extrêmes ». Et bien évidemment, vous auriez eu raison. Bien sûr, il a commencé son allocution par la tradition républicaine qui est de remercier le Premier ministre sortant, Michel Barnier. J'ai pris acte de la démission de Michel Barnier et son gouvernement. Je veux ici le remercier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, son dévouement et sa pugnacité. Mais pour le reste, c'est du Macron. J'y reviens dans un instant. Que faut-il retenir de cette allocution ? Un dessin humoristique nous livre l'impensé du poudré. 20h, allocution présidentielle. Si vous cherchez un responsable, c'est vous. Macron est toujours dans l'incapacité d'établir un dialogue avec les Français. Il s'enferme dans ses éléments de langage, l'inversion accusatoire, et nie à chaque fois sa responsabilité dans la tragédie française. Pourtant, les Français attendaient un geste fort du président de la République. 64% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. C'est un point de plus que le sondage Elab BFM TV. 63% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Et 59% des Français réclament la démission d'Emmanuel Macron dans le Figaro, mais jugent responsable, premier responsable, de l'instabilité politique. Quelle a donc été la réponse d'Emmanuel Macron aux attentes des Français ? 1. Je ne démissionnerai pas. 2. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, déclare Emmanuel Macron dans son allocution aux Français. Mais comment ose-t-il ? Comment peut-il imaginer une seconde qu'on peut le croire ? La France connaît un déclassement sans précédent en raison de sa politique. Un appauvrissement généralisé. Notre pays court vers la faillite. 1000 milliards de dettes supplémentaires. Pendant son mandat, il a magouillé également pour cacher avant une élection un déficit public proche de 7%. Et les Français vont devoir supporter 30 à 40 milliards d'impôts supplémentaires du fait de sa responsabilité. Et ce sont les autres, les responsables de l'instabilité politique et financière ? Mais à ce niveau-là, ce n'est même plus du domaine de l'inversion accusatoire, mais du domaine de la psychiatrie. Et le plus pervers, c'est qu'il feint de reconnaître une erreur. Emmanuel Macron sur la dissolution survenue en juin dernier. Ma décision n'a pas été comprise, c'est ma responsabilité. Et oui, il n'a pas suffisamment fait de pédagogie pour expliquer la dissolution. Ils nous refont le coup à chaque fois qu'ils sont pris les deux doigts dans la confiture. Mais en clair, on est trop stupide pour comprendre sa pensée complexe. Pensée complexe ? J'aurais balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Emmanuel Macron ravi après la dissolution. Le journal Le Monde a rapporté un échange qu'aurait tenu Emmanuel Macron avec un grand patron proche de l'Élysée le 10 juin dernier lors des commémorations à Oradour-sur-Glane. Quelle belle pensée complexe, digne d'un adolescent de 14 ans égocentrique. Mais il y a quand même un élément qu'il faut souligner. C'était dans la logique des institutions, cette dissolution, et même dans une logique démocratique, rendre la parole au peuple souverain. Mais après la défaite aux législatives, Emmanuel Macron aurait dû démissionner. Il avait été désavoué et ne pouvait plus conduire la politique de la nation. En restant, il a donc sciemment plongé le pays dans l'instabilité politique et financière. Un irresponsable en somme. Et il continue son allocution dans le déni. Emmanuel Macron sur la motion de censure. L'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Faut-il rappeler à Emmanuel Macron que la motion de censure est dans la Constitution,
que les deux forces qui l'ont voté sont majoritaires et représentent presque 60% des Français. L'anti-républicain, c'est celui qui ne respecte pas les institutions et les résultats des élections, autrement dit Emmanuel Macron. Macron continue en essayant d'abuser les Français, cette fois-ci sur le budget. Il nous explique que cette motion de censure aurait pu empêcher les fonctionnaires d'être payés. Mensonge, mensonge, mensonge. Car il existe l'article 45 de la loi de finances. Avant la fin de l'année, le gouvernement peut déposer une loi spéciale pour reconduire le budget 2024 en 2025 en attendant le vote d'un vrai budget. Le Rassemblement national a expliqué qu'il voterait cet article 45. Le bilan de cette allocution par le sénateur Alain Houpert. Toute l'intervention du président de la République est une vaste plaisanterie et un aveu d'impuissance, d'abandon. L'Élysée est aujourd'hui occupé par une ombre qui se veut chef de tout sans être responsable de rien. On peut le dire autrement. Voici les signes caractéristiques d'un manipulateur narcissique. Estime de soi démesurée, tendance à se faire passer pour une victime et à inverser les rôles pour culpabiliser les autres, critique fréquente et sous-entendue dévalorisant envers son entourage, les Français, manque d'empathie. Et je crois que les Français ne s'y trompent pas, ils sont presque 70% n'avoir pas été convaincus par l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Certains s'étonnent de ce 30%, mais ce sont les électeurs du Figaro, du Centre et d'une partie des LR. Marine Le Pen, d'ailleurs, sur CLR, sur CNews, dénonce le bal des hypocrites. Ces LR renégats qui se sont associés aux dingues de l'Élysée après les Gilets jaunes, le Green Deal, la pandémie, l'Ukraine, Alstom et la submersion migratoire. J'aimerais pointer du doigt le bal des hypocrites. On nous reproche d'avoir voté la motion de censure avec le nouveau Front populaire. Mais qui a fait alliance avec l'extrême gauche en juin dernier? Qui s'est désisté pour eux? Qui les a fait élire? Ai-je besoin de répondre? Mais avec les LR, le mur du cynisme est franchi à chaque fois. J'ai même envie de dire que c'est leur marque de fabrique. Pourquoi cette colère froide? Lisez ceci. Elle s'est engouffrée dans la brèche. Comment van der Leyen profite de la chute de Barnier pour imposer l'accord Union européenne-Mercosur. Olivier Marleix, député LR. Les agriculteurs pourront donc dire merci à Marine Le Pen. Faut-il rappeler à Olivier Marleix que le PPE, qui est le principal soutien de Pustula, est composé des LR, qu'ils ont tous voté pour Pustula et qu'ils ont adoubé son programme libre-échange, Green Deal et transition énergétique? Faut-il rappeler également à Olivier Marleix que c'est à la Commission de décider au niveau de l'agriculture depuis qu'ils ont bafoué le référendum de 2005? Ah, ces LR, comme Macron, n'assument pas en pleine lumière leur vote et leur soutien. Mais le plus immonde, c'est que la dissolution n'a strictement rien à voir avec la décision de Pustula. Le voyage était prévu de longue date, heure active du 5 décembre. Commission ou État membre, qui aura le dernier mot? Si les Français ne veulent pas de cet accord, ils ne décident plus de rien. C'est la Commission européenne qui décide, avait affirmé fin novembre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, fervent défenseur de l'accord, également attendu au sommet du Mercosur à Montevideo, qui était prévu de longue date. La Commission a la compétence exclusive pour négocier des accords commerciaux, a rappelé Olof Gilles. En vertu des traités européens, la Commission est seule négociatrice des accords commerciaux au nom des 27. Mais une fois un éventuel texte signé avec les pays du Mercosur, sa ratification par au moins 15 États membres représentant 60% de la population de l'Union européenne, ainsi que le soutien d'une majorité au Parlement européen, sont nécessaires. En confiant notre souveraineté à la présidente de l'Union européenne, les LR ont profondément trahi les Français et les agriculteurs. L'espoir contre le Mercosur viendra peut-être d'Italie. Union européenne-Mercosur, l'Italie estime que les conditions ne sont pas réunies pour signer l'accord. Le gouvernement italien se range derrière les pays réfractaires à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains, alors que Pustula est arrivé en Uruguay jeudi en vue de le finaliser. Pour empêcher ce traité du Mercosur, il reste encore deux chances. Que certains pays s'assemblent contre ce traité et que les députés ne ratifient pas le traité du Mercosur. On sera donc très attentif
au vote des députés LR. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a fixé le cap, c'est celui de l'Union européenne, Green Deal et transition énergétique. Oui, la traîtrise à l'Élysée. Fabien Bouglet explique sa signature d'une tribune contre le développement massif des énergies renouvelables. On ne peut pas compléter le nucléaire qui est constant avec une énergie intermittente. Ces infrastructures sont subventionnées et payées par les Français. Combien faudra-t-il le répéter que cette transition énergétique pilotée par l'Union européenne est un désastre, non seulement économique, conférer mes entretiens sur l'Allemagne, mais également écologique. Quel paradoxe. Les écolos sincères commencent enfin à se réveiller. Demandons un arrêt immédiat des parcs photovoltaïques en milieu naturel. Reporter, le média de l'écologie. 150 000 hectares d'espace naturel devraient être détruits d'ici à 2050 par l'industrie photovoltaïque, dénonce dans cette tribune plus de 60 scientifiques, politiques et personnalités. Ces écolos ont mis 20 ans à comprendre que raser des forêts pour implanter des panneaux solaires, ce n'était pas écologique. Un peu mou du bulbe, les écolos. Mais pour justifier cette politique européiste de transition énergétique, rien de tel que la manipulation par la peur. Vous allez tous mourir, vous allez tous cuire à point. Et par ailleurs, c'est déjà arrivé dans le passé. Le changement climatique a déjà causé la chute d'un empire en Égypte. Comment Slate et compagnie travestissent l'information. L'âge d'or des pharaons s'est certainement terminé à cause d'un changement climatique rapide il y a 4000 ans. Ils oublient seulement de dire que c'était à cause d'un refroidissement. Pour ça, il faut lire l'article original. Bon, si la propagande de la peur ne suffit pas, rien de tel que la corruption et la culpabilisation pour mettre en place cette transition énergétique. Oui, cela devient d'ailleurs une sorte de religion qui a ses prêtres, experts autoproclamés, ses prophéties, l'apocalypse du réchauffement climatique, ses cérémonies pénitentielles et ses mantras. Le principe est simple, culpabiliser les ruraux, ces grands pollueurs qui vivent dans des habitats trop vastes et mal isolés et roulent au diesel. Mauvais citoyens, ils sont catégorisés, notés et montrés du doigt. Exemple avec le Shift Project, un organisme qui tire le portrait commune après commune des habitudes de vie et distribue les mauvais points. Après l'accusation publique, la pénitence. Covoiturage, vélo électrique pour tous, pour les familles à tous les âges, partage de logements trop vastes à mieux isoler et installation d'énergie renouvelable, dont bien sûr l'éolien, sont préconisés, le tribut à payer pour se racheter. Une guerre énergétique menée par des idiots utiles. C'est une guerre énergétique qui est menée par des idiots utiles, des acteurs anti-français d'un système qui les dépasse au détriment de notre souveraineté énergétique, se plaît à reconnaître Fabien Bouglet, qui lutte contre le développement économique de la France. Une bataille qui prospère sur la misère des paysans. Clé de voûte du système, c'est dans leurs champs qu'on les installe. Ils sont courtisés entre 10 000 et 20 000 euros par éolienne et par exploitant propriétaire. Imaginez s'ils en acceptent d'en installer 3, souligne notre expert. Un négoce qui, au passage, remplit aussi les poches des élus qui, à raison, tentent de désamorcer les frondes locales. Attendez, là, si je comprends bien, on fait crever nos paysans, on les corrompt pour ensuite installer des éoliennes polluantes dans leurs champs. C'est cela leur plan ? Je vous laisse répondre. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de l'Ukraine. Que se passe-t-il ? Quelques éléments de réponse. Le taux de désertion dans l'armée ukrainienne augmente en raison de pertes de personnel catastrophiques. La plupart des conscrits tentent simplement de s'échapper. Cette information est reprise par la chaîne franco-allemande Arte. Désertion, l'armée ukrainienne à bout de souffle. Après des mois et des mois de retard, Arte commence à comprendre que la guerre est perdue pour les Ukrainiens. La question que tout le monde se pose désormais, la défaite militaire ukrainienne, l'effondrement du front, va-t-il être acté avant les négociations de paix ? C'est toute la question du moment. Dimanche, à l'aide de Xavier, je ferai un point sur la ligne de front. Observatoire de la bien-pensance. Passeurs et migrants agressent sexuellement 90% des femmes et filles qui traversent la Méditerranée, le rapport choc de l'ONU. Tous ceux qui soutiennent ces nouvelles formes d'esclavage au nom de la solidarité sont responsables et coupables. Un rapport qui, venant de l'ONU, sera difficile à remettre en cause par les immigrationnistes.
Il serait temps que ces belles âmes regardent la vérité en face. Samuel Paty, accusé d'islamophobie. Un doctorant de la Sorbonne visé par une plainte pour apologie du terrorisme. Michael Paty, la sœur du professeur assassiné par un terroriste tchétchène, a déposé plainte après la publication d'un message dans lequel était écrit « Paty, sikh, était probablement un islamophobe laïque ». Vous avez remarqué comment le gloubi-boulga progressiste justifie de plus en plus l'injustifiable, Joe Biden, la pandémie, les politiques sanitaires, la guerre et maintenant l'esclavage. Ont-ils conscience de ce qu'ils sont? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec une des sous-catégories de cette rubrique Fantasy, le corrompu macroniste du jour. Le ministre des Sports, maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, a fait voter une subvention publique à une casse auto dont il était le très discret associé et propriétaire des murs avant d'être épinglé par la préfecture pour des atteintes graves à l'environnement. Emmanuel Macron, revenons un petit peu en arrière. Le 3 novembre, Macron se baladait en Arabie Saoudite. Il a visité le site archéologique d'Egra. Et là, il a commis un impair. On ne se balade pas sur un site archéologique en compagnie d'une momie. Oui, Jack Lang était de sortie. C'est quand même curieux d'être accompagné par ce drôle de personnage de Jack Lang. À part l'archéologie, ont-ils d'autres passions en commun? Je vous laisse répondre. Emmanuel Macron chez Gulliver, bleuté en surimpression sur un fond vert avec un faux décor aux proportions démesurées qui le fait passer pour un lilliputien. Même les falsifications les plus anodines, il n'arrive pas à les maquiller. Remarquez, le nain Macron, ça lui va comme un gant. Premier prix de l'hypocrisie est remis à Gabriel Attal. Dès le premier jour, Attal mettait des bâtons dans les roues de Michel Barnier. Il y a quelques jours, il demandait aux députés RN « Vous le flinguez quand ?» Alors faire semblant de le défendre maintenant, oui, le premier prix de l'hypocrisie. Et boum, boum, boum. Quoi? Vous n'avez pas entendu le bruit? C'est le tir du groupe Bolloré contre l'Arcom. Tirant les conséquences du retrait de C8, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes des ondes hertzienne, se libérant ainsi de l'obligation d'investir 200 millions d'euros par an dans le ciné français. Un couteau sous la gorge de l'Arcom pour des experts médias. Une affaire à suivre. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.